Bon, bonjour, merci de votre présence et surtout merci à Jean-Luc Rarimanana d'être venu presque dans l'urgence parce qu'on a organisé sa venue assez rapidement. Et bon, l'Alliance française de Grenade, le département de philologie française et les services culturels de l'ambassade vous remercie beaucoup de cette venue si rapide et de vous être prêté à notre invitation. Alors, Jean-Luc Rarimanana, excusez-moi, pourtant j'ai bien essayé pendant plusieurs jours. Oui. Au dernier moment, vous voyez, ça... excusez-moi. Et donc, est un écrivain malgache d'expression française. Alors, d'expression française, il me reprendra peut-être, hein, c'est à lui de voir, qui est né donc à Antananarivo en 89 et qui a vécu, qui est en 67 et qui a vécu à Madagascar jusqu'en 89 pour n'y rentrer qu'en 2002 dans des conditions assez douloureuses. Écrivain, je vais m'adresser directement à vous. Écrivain, vous l'êtes depuis votre enfance puisque vous écriviez déjà dans des cahiers, sur des cahiers. Non, des petits poèmes, mais que vous n'osiez pas publier parce que, comme vous le disiez, j'avais l'esprit de volume et non pas de poèmes épars. Non? Puis, le théâtre vous attire, mais dans un certain sens aussi, vous disiez, j'étais pas très à l'aise dans mes rapports avec le théâtre parce que j'étais pas très comédien, mais pourtant, vous rejoignez la troupe, vous travaillez avec la troupe de l'Alliance française de Christine Ramanantsoa, dans la capitale de votre pays pendant un certain temps et avec une collaboration assez fructueuse, mais les événements se précipitent puisque en 89 votre nouvelle Lépreux est primée par Radio France Internationale et l'année suivante votre pièce Le Prophète et le Président, qui d'ailleurs était celle que vous jouiez avec les élèves de l'Alliance, reçoit le deuxième prix du concours du théâtre interafricain, ce qui vous vaut donc une bourse et vous partez en France. Mais avant de quitter Madagascar, vous aviez déjà terminé votre premier recueil de nouvelles intitulé Lucarne. Mais toutefois, ce recueil initié en 87 ne sera pas édité en France avant 96. Problème d'édition, problème de... etc. Et en 96... soit simultanément en France aussi, paraît chez le même éditeur, Le Serpent à Plumes, un ouvrage du Djiboutien Abou Rahman Waberi. Et les similitudes géographiques ainsi que les similitudes du ton, des critiques rapprochent vos deux ouvrages et vous assoient et vous donnent enfin le statut d'écrivain reconnu en France. Vous avez publié ensuite, en 98, Rêve sous le linceul, qui était parti d'une initiative du Nouvel Observateur qui avait demandé à certains auteurs d'écrire une journée peu ordinaire. Bon, chacun avait le choix, non, de prendre ce qu'il voulait. Mais vous? C'était surtout de donner une date précise et pendant cette journée, les auteurs parlaient de ce qu'ils ont vécu pendant cette journée du 29 avril 94. Voilà. Mais ce qui vous a interpellé, choqué, frappé pendant cette journée, c'est que justement, radio-télévision ne parlait que du génocide du Rwanda. Et donc, c'est ça qui vous a... c'est cet état... Non, de l'histoire qui vous a fait, qui était une partie de... Je trouvais vraiment dérisoire de parler de la vie d'un écrivain pendant une journée, alors qu'il se passait plein de choses dans le monde. Donc, s'intéresser simplement... Attends, voilà, on va le laisser comme ça. Et s'intéresser simplement à la vie quotidienne d'un écrivain, je trouvais ça choquant justement. Pourquoi faire tout un volume, tout un numéro sur 300 écrivains et chacun va parler de sa vie tous les jours et donc c'était quelque chose qui m'a choqué, mais malgré tout, pourquoi pas
pourquoi pas. Et donc j'ai participé à cela. Et c'est le début du livre, en fait, où je parle J'étais dans mon canapé, et donc il faut que je raconte qu'est-ce que je faisais dans ce canapé. J'avais la télécommande dans la main, je zappais, et le monde entrait dans la chambre. Le monde et ses horreurs entraient dans la chambre. En tout cas, Rêve sous le linceul vous représente une évolution qui vous mène directement vers le roman. Et c'est dans cette démarche que voit le jour Nour en 2001. L'être anthropophage, qui paraît en 2004, est votre dernier livre en librairie pour l'instant, puisque Ça va sortir en janvier, qui est ici, voilà. Ce livre va paraître en janvier. Et donc, L'être anthropophage est un livre, un ouvrage que l'on dit touffu, hétéroclite, écrit dans une urgence et une fièvre souvent palpable. Il est constitué de 2 parties. Une première, intitulée L'écriture des racines, courte, qui est un récit multiforme constitué de poèmes, citations, d'ouvrages, de proverbes malgaches et de réflexions. Mais la seconde partie, intitulée Tracé en terre douce, occupe près de 2/3 de l'ouvrage, et elle nous plonge directement dans un récit autobiographique, puisqu'elle écrit le jour où vous avez dû rentrer en quelque sorte à Madagascar en 2002, parce que, et vous y racontez effectivement comment votre père et comment vous avez vécu la crise malgache de 2002, puisque votre père, ancien professeur et qui travaille également à la radio, la télévision malgache, avait été arrêté, emprisonné, condamné, torturé, et vous êtes rentré pour être à ses côtés et le faire libérer. Vous laissez effectivement donc votre métier de professeur et que vous aviez également en France, et vous passez donc un bon moment là-bas. Je ne vais pas m'étendre parce que c'est pas à moi de parler, mais je terminerai quand même ce bref parcours en évoquant la facette de l'homme et de l'écrivain engagé que l'on retrouve bien évidemment tout au long de son œuvre, en dénonçant la misère, la pauvreté, la corruption. Mais j'avouerai, parce que je connais certaines personnes de la salle, que certaines personnes vous connaissent pour avoir été l'instigateur d'une lettre ouverte à Nicolas Sarkozy après son voyage à Dakar en août 2007 et ses visions sur l'Afrique. Bon, retournons à la littérature et je passe la parole à Hilda.